Sur un chantier colossal dans le sud de la France, une pelleteuse de 3,2 millions d'euros est en panne. Après l'échec de 3 ingénieurs, on fait appel à Hélène, une mécanicienne humble spécialisée en systèmes hydrauliques venue des mines clandestines de Guyane. Même l'ingénieur du fabricant n'y était pas parvenu. Imaginez cette jeune femme vêtue d'une simple salopette qui provoque le chef devant les 23 techniciens. Mais quand Hélène ouvre le panneau de la machine et remarque un détail invisible pour tout ingénieur ordinaire, elle comprend que ce n'est pas seulement un défaut. Quelqu'un a transformé cette pelleteuse en une bombe programmée. Et si elle touche le mauvais endroit, ce ne sera pas seulement le projet qui explosera. Mais avant d'arriver au moment où tout a basculé, je dois vous présenter la véritable Hélène. Elle avait 27 ans en septembre 2025 et portait sur ses épaules une histoire de vie que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Hélène était une technicienne spécialisée en systèmes hydrauliques de machines lourdes. Une connaissance rarissime qu'elle n'a apprise dans aucune université climatisée. Non, elle l'a apprise dans l'endroit le plus rude qui soit, dans les mines clandestines au cœur de la Guyane française. Pendant 5 ans de sa vie, Hélène a travaillé à maintenir en fonctionnement des pelleteuses, des chargeuses pelleteuses et des tracteurs, dans des conditions qui feraient s'évanouir n'importe quel ingénieur de peur, sans pièces d'origine, sans manuel technique, souvent contrainte d'improviser des solutions avec du fil de fer, de la soudure, et beaucoup, mais vraiment beaucoup d'ingéniosité. Et savez-vous pourquoi une jeune femme s'est retrouvée dans un tel endroit ? Parce qu'à 15 ans, Hélène a perdu son père, un opérateur de machine nommé Oswald, dans un terrible accident du travail. L'homme est mort, la laissant elle et ses 2 jeunes frères, Jules et Marius, qui avaient alors seulement 7 et 9 ans. Leur mère avait abandonné la famille des années auparavant, alors Hélène, encore adolescente, s'est retrouvée seule avec 2 enfants à élever. Elle n'a pas eu le temps de pleurer, pas le temps d'être une enfant. Elle devait mettre de la nourriture sur la table, payer le loyer, s'assurer que les garçons aillent à l'école. C'est ainsi qu'elle a fini dans les mines, mentant sur son âge, acceptant n'importe quel travail qui payait. Et c'est là, en observant, en posant des questions, en mettant les mains dans le cambouis, qu'elle a découvert un talent inné pour comprendre les machines. Après des années de lutte, Hélène a réussi à sortir des mines, a obtenu ses certifications techniques formelles et est devenue consultante indépendante. Ses frères, Jules, avaient 19 ans et Marius, 21 ans. Tous 2 étudiaient l'ingénierie grâce à des bourses qu'elle avait obtenues avec beaucoup d'efforts. Tout ce que cette femme faisait était pour eux. Maintenant, allons à Nîmes, septembre 2025. Un gigantesque projet d'irrigation était en cours. Un chantier de millions d'euros qui devait bénéficier à 1200 familles d'agriculteurs de la région. C'était un immense espoir pour ces gens qui vivaient de la terre, vous comprenez? Mais il y avait un grave problème. Le chantier était complètement à l'arrêt depuis 40 jours. Et savez-vous pourquoi? À cause d'une pelleteuse Komatsu PC800, une machine qui coûtait 3,2 millions d'euros et qui a simplement commencé à présenter des défaillances du système hydraulique que personne n'arrivait à comprendre. Chaque jour qui passait, le projet perdait 180 000 euros. Imaginez cela. Et pire encore, il était sur le point de perdre le financement de la Banque publique d'investissement, ce qui signifierait la fin de tout. Les familles qui attendaient cette irrigation pour changer de vie se retrouveraient sans rien. L'ingénieur en chef responsable du chantier était un homme nommé Mathieu Noyer, 45 ans. Et je dois vous faire comprendre Mathieu pour saisir ce qui s'est passé ensuite. Il était techniquement très compétent. Il avait obtenu son diplôme d'ingénieur en génie civil à l'université de Montpellier avec les honneurs, avec d'excellentes notes. Mais Mathieu portait une blessure qui saignait tous les jours. Il vivait dans l'ombre de son jeune frère, Augustin, un ingénieur qui travaillait en Allemagne et était internationalement reconnu. Chaque fois que Mathieu réalisait quelque chose, la famille le comparait à Augustin. Mais ton frère est déjà en Europe. Augustin gagne en euros. C'est le cadet qui a vraiment réussi. Cela rongeait Mathieu de l'intérieur. Cela créait en lui un besoin maladif
de prouver qu'il avait aussi de la valeur, de montrer qu'il était aussi important. C'est pourquoi il dirigeait ce chantier d'une main de fer. Il n'acceptait aucune question. Il ne tolérait que personne ne doute de ses décisions techniques. Et il y avait une autre chose que Mathieu ignorait, mais qui était sur le point de tout détruire. Son fils, Vincent, 23 ans, était criblé de dettes auprès d'usuriers à cause d'une addiction aux paris sportifs en ligne. Une dette de 340 000 € qui augmentait chaque jour avec des intérêts exorbitants. Mais Mathieu n'en avait pas la moindre idée. Quand Hélène est arrivée sur ce chantier, un vendredi matin, vêtue de sa salopette de travail bleu marine et portant sa boîte à outils spécialisée qu'elle avait elle-même assemblée au fil des ans, Mathieu la regardait avec ce mépris mal dissimulé que l'on ressent de loin. Elle avait été appelée sur recommandation d'une connaissance d'Édouard Fournier, le propriétaire de l'entreprise de construction qui était désespéré de résoudre le problème. Mais quand Mathieu a vu une jeune femme à l'apparence simple, il a simplement décidé que c'était une perte de temps. « Madame est la technicienne ?» a-t-il demandé, et on pouvait déjà sentir le venin dans ce « madame ». Hélène a répondu que oui, poliment, et a expliqué qu'elle avait besoin d'1 heure pour examiner la pelleteuse. 1 heure? C'est tout ce qu'elle demandait. Mathieu a croisé les bras et a parlé avec cette voix de quelqu'un qui parle à un enfant entêté. « Écoutez, mademoiselle, j'ai déjà eu 3 ingénieurs spécialisés de Komatsu en personne. Des techniciens de Paris, de Lyon sont venus ici. Des gens avec des maîtrises, des années d'expérience. Et vous pensez que vous allez résoudre ce qu'ils n'ont pas réussi. » Hélène a gardé son calme car elle avait déjà vécu cela. Elle connaissait ce type d'homme. « Monsieur Noyer, a-t-elle dit, je demande juste une chance de regarder. Si je ne trouve rien en 1 heure, je m'en vais et je ne facture rien pour le déplacement. » Mais Mathieu ne voulait rien entendre. « Je ne peux pas risquer que quelqu'un, sans les qualifications adéquates, cause plus de dommages à un équipement de 3-2 millions. Vous comprenez? C'est du sérieux ici, ce n'est pas un jeu d'enfant. » Et puis, il a commencé à contester ses certifications, à demander à voir ses diplômes, à insinuer qu'elle aurait pu acheter de faux documents, à suggérer qu'elle n'était là que pour profiter de la situation désespérée. Hélène sentit la colère lui monter à la tête, mais respira profondément. Elle a montré tous ses documents, toutes ses certifications, les registres de ses travaux antérieurs, mais on voyait bien que Mathieu avait déjà décidé de ne pas lui donner sa chance. Dans sa tête, une jeune femme, technicienne et non ingénieure, qui avait travaillé dans les mines, ne pouvait tout simplement pas en savoir plus que des hommes diplômés de grandes écoles d'ingénieurs. Ce que Mathieu ignorait, mes amis, c'est qu'Hélène avait vu et résolu des problèmes dont il n'imaginait même pas l'existence. Pendant qu'il étudiait la théorie dans des salles de classe confortables, elle était les mains dans le cambouis, à maintenir des machines en fonctionnement au milieu de la jungle, sans ressources, devant inventer des solutions qu'aucun livre n'enseignait. Mais à ce moment-là, arrêtée devant cet homme qui la regardait avec mépris, Hélène ne savait pas encore qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand et de plus sombre qu'un simple problème mécanique. Et Mathieu, qui pensait protéger son projet et sa réputation, n'avait aucune idée que sa vie entière allait être bouleversée. Vous n'allez pas croire ce que Mathieu a fait les jours suivants. Cet homme ne s'est pas contenté de refuser l'accès d'Hélène à la pelleteuse, non. Il a décidé qu'il allait détruire sa réputation complètement, s'assurer qu'elle ne remette plus jamais les pieds sur ce chantier. Le lundi suivant, Mathieu a convoqué une réunion avec les 23 ingénieurs et techniciens du projet. Hélène était logée dans une simple pension au centre de Nîmes, attendant une réponse, lorsqu'elle a reçu un message l'informant que sa présence était obligatoire à une réunion à 14 heures. Elle a trouvé cela étrange, mais y est allée, pensant que Mathieu avait peut-être changé d'avis. Quand elle est entrée dans cette salle de réunion, elle a senti quelque chose de lourd dans l'air. Tous les hommes étaient assis et Mathieu était debout devant un projecteur. Il a regardé Hélène avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et a dit « Je suis content que madame soit venue. Asseyez-vous, s'il vous plaît. »
Et puis, mes amis, a commencé l'une des scènes les plus cruelles que vous puissiez imaginer. Mathieu a ouvert une présentation sur l'ordinateur et a commencé à parler, regardant les autres ingénieurs, pas Hélène. « Messieurs, avant de prendre toute décision concernant des consultations externes, j'ai tenu à mener une enquête de fond. C'est notre devoir. Après tout, nous traitons avec un équipement de plusieurs millions d'euros et des fonds publics. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. Une enquête. Elle n'avait rien à cacher, mais elle avait déjà un mauvais pressentiment. Mathieu a cliqué sur l'ordinateur et une photo d'Hélène est apparue à l'écran, prise à son insu à côté d'un texte. Il a commencé à lire à voix haute. Hélène Dubois, 27 ans, a été licenciée de 3 emplois précédents pour incompétence technique grave. En 2022, à Cayenne, elle a causé l'effondrement d'une grue lors d'une opération de maintenance, entraînant un préjudice de 2,8 millions d'euros pour l'entreprise contractante. Hélène s'est levée de sa chaise. « C'est un mensonge. Je n'ai jamais travaillé avec des grues à Cayenne. C'est complètement faux. » Mais Mathieu a continué à l'ignorer complètement. En 2023, à Lyon, elle a été retirée d'un projet de construction civile après avoir effectué des réparations non autorisées sur une bétonnière, causant des dommages structurels à l'équipement. L'entreprise a engagé des poursuites pour rupture de contrat. « Ça n'est pas arrivé !» a crié Hélène. Et vous pouvez imaginer le désespoir dans sa voix. « Je n'ai jamais été à Lyon en 2023. Où avez-vous trouvé ces informations ?» Mathieu a alors projeté ce qui ressemblait à des documents officiels avec des tampons, des signatures, le tout très bien fait. J'ai ici des copies des procédures judiciaires encore en cours contre madame. 3 procédures pour dommages matériels, toutes liées à des travaux techniques mal exécutés. Il a regardé les autres ingénieurs avec une expression grave. « Messieurs, vous comprenez mon inquiétude à permettre à cette personne d'approcher notre pelleteuse. » Les hommes dans la salle ont commencé à murmurer entre eux, regardant Hélène avec méfiance et même dégoût. L'un d'eux, un ingénieur plus âgé nommé Auguste César, a demandé « Mais ces documents sont-ils authentiques? Ont-ils été vérifiés ?» Mathieu a répondu avec conviction « J'ai engagé un expert comptable pour effectuer une vérification complète. Tout est authentifié chez un notaire. » C'était un mensonge. Tout cela était un mensonge. Mathieu avait payé un expert comptable corrompu nommé Marius Bertrand pour fabriquer ces faux documents. Il avait dépensé 15 000 € pour ces falsifications, mais dans sa tête, cela valait chaque centime pour se débarrasser d'Hélène avant qu'elle ne découvre quelque chose qu'il cachait. Hélène tremblait de rage et d'humiliation. « C'est de la diffamation. Je vais vous poursuivre en justice pour calomnie. Ces documents sont forgés. » Mais plus elle protestait, et plus elle ressemblait à une personne désespérée, essayant de cacher la vérité. Mathieu avait tout planifié parfaitement. « Madame peut se retirer maintenant, » a dit Mathieu avec froideur. « Et si elle tente de s'approcher du chantier ou de l'un de nos équipements, j'engagerai les mesures légales appropriées. » Hélène est sortie de cette salle, les larmes de colère aux yeux, écoutant les murmures des ingénieurs. Quel scandale de l'avoir appelée ici! Imaginez le préjudice qu'elle aurait pu causer. Des femmes comme ça donnent une mauvaise réputation aux professionnels sérieuses. Les jours suivants, l'humiliation n'a fait qu'empirer. Mathieu a répandu cette histoire à tous les travailleurs du chantier. Quand Hélène tentait d'entrer pour parler à quelqu'un de l'administration, les gardes l'en empêchaient. Les opérateurs de machines qui la saluaient auparavant la regardaient maintenant avec méfiance. Elle était devenue une paria, une figure dangereuse qu'il fallait tenir à l'écart. Mais Hélène n'était pas du genre à abandonner facilement, mes amis. Elle avait élevé 2 frères en travaillant dans les mines illégales. Elle avait survécu à des situations qui briseraient la plupart des gens. Elle savait que ces documents étaient faux et qu'il y avait quelque chose de très étrange dans toute cette histoire. De sa chambre de pension, elle a commencé à enquêter, à appeler les prétendues entreprises où elle aurait été licenciée. Aucune n'avait de traces d'elle. Elle a vérifié les numéros des procédures judiciaires, ils n'existaient pas. Tout était un mensonge et elle avait les moyens de le prouver.
Mais pourquoi Mathieu ferait-il cela? Par pur machisme ou y avait-il autre chose? Hélène a réussi, grâce à un contact à la préfecture qui avait travaillé avec elle sur un autre projet, à accéder au rapport technique public du chantier. C'étaient des documents que tout citoyen pouvait demander, donc rien d'illégal. Et c'est là, en lisant page par page, qu'elle a commencé à voir des incohérences étranges. La pelleteuse avait commencé à présenter des problèmes il y a 4 mois, mais les rapports montraient qu'elle avait subi une maintenance préventive complète seulement 2 semaines avant le début des pannes. Plus étrange encore, au cours des 6 derniers mois, le chantier avait dépensé 890 000 € en pièces de rechange pour cette seule machine. C'était absurde. Une pelleteuse neuve, bien entretenue, ne devrait pas nécessiter près d'1 million en pièces en 6 mois. Elle a sorti son ordinateur portable et a commencé à faire une feuille de calcul, croisant les dates des maintenances avec les dates d'achat des pièces. Et là, elle a vu un schéma. Toutes les pièces provenaient du même fournisseur, une entreprise appelée Mercier & Associés, commerce de pièces industrielles. Le propriétaire était un certain Oswald Mercier. Hélène a fait des recherches sur cette entreprise et a découvert qu'elle était relativement nouvelle, n'ayant que 3 ans d'existence, mais fournissait déjà plusieurs grands chantiers dans le sud de la France. Les prix qu'il pratiquait étaient 40% au-dessus de la moyenne du marché. Pourquoi un chantier avec un budget serré choisirait-il le fournisseur le plus cher? Quand Hélène a tenté de partager ces informations, a essayé de parler à d'autres ingénieurs de l'équipe, de montrer les chiffres, Mathieu l'a découvert et il est devenu encore plus agressif. Le jeudi de cette semaine-là, il a de nouveau réuni l'équipe et a accusé publiquement Hélène de tenter de saboter le projet. Cette femme répand des mensonges sur nos acquisitions de pièces, a-t-il dit en frappant la table du poing. Elle essaie de créer un climat de méfiance pour ensuite s'offrir comme salvatrice. C'est une tactique sale de personnes sans scrupules qui veulent se promouvoir aux dépens du travail sérieux de professionnels compétents. L'un des ingénieurs, Roland Dubois, qui avait écouté Hélène tenter d'expliquer les incohérences, a levé la main. Mais Mathieu, les chiffres qu'elle a montrés ont du sens. Cela vaudrait peut-être la peine de revoir. Vous doutez de ma gestion, Roland? L'a coupé Mathieu d'une voix dangereusement basse. Vous pensez que moi, diplômé d'une grande école, avec 20 ans d'expérience, je ne sais pas faire un contrôle d'achats adéquat? Toutes les acquisitions ont suivi les procédures légales. Il y a 3 devis comparatifs. Tout est documenté. Si vous voulez remettre en question ma compétence, vous pouvez démissionner maintenant. Roland a baissé la tête. Personne n'a plus rien dit. Le message était clair. Quiconque soutenait Hélène était contre Mathieu, et Mathieu contrôlait qui restait ou partait de ce chantier. Le vendredi, le chef de chantier, sous la pression de Mathieu, a personnellement remis à Hélène une notification formelle. Il lui était interdit d'entrer sur le chantier et, si elle insistait, la police serait appelée et elle répondrait d'intrusion sur propriété privée. Hélène a lu cette notification assise sur un banc de la place devant le chantier, voyant les travailleurs entrer et sortir. Elle a pensé à ses frères, Jules et Marius, qui comptaient sur l'argent de ce travail pour payer leurs études le semestre prochain. Elle a pensé aux 1200 familles qui attendaient cette irrigation. Elle a pensé à son père, Oswald, qui était mort dans un accident qui aurait pu être évité si quelqu'un avait écouté ses avertissements concernant un problème mécanique. Cette nuit-là, Hélène n'a pas dormi. Elle a ouvert son ordinateur portable et a commencé à faire quelque chose qu'elle avait appris dans les mines. Enquêter non seulement sur le problème technique, mais aussi sur les personnes impliquées. Elle a fait des recherches sur Oswald Mercier, le propriétaire de l'entreprise de pièces. Elle a trouvé des photos de lui lors d'événements sociaux, toujours très bien habillé, toujours avec des politiciens et des hommes d'affaires. Elle a fait des recherches sur Mathieu Noyer, a lu d'anciennes interviews de lui, a vu des photos de sa famille, et c'est sur l'une de ces photos qu'elle a vu quelque chose d'intéressant. Mathieu, lors d'une cérémonie de remise de diplôme, à côté d'un jeune homme d'environ 23 ans, la légende disait « L'ingénieur Mathieu Noyer »,
avec son fils Vincent, à la remise des diplômes en administration. Hélène a agrandi la photo. Il y avait quelque chose dans le regard de ce jeune homme, une tension, une peur. Par intuition, elle a recherché le nom complet, Vincent Noyer, et a trouvé quelque chose qui a fait battre son cœur à toute vitesse. Des messages sur des forums en ligne sur les paris sportifs, utilisant un surnom qu'elle a réussi à retracer jusqu'à l'adresse e-mail du jeune homme. Des messages désespérés, demandant des conseils, parlant de dettes, de la nécessité de récupérer les pertes. Hélène a réalisé qu'elle avait trouvé quelque chose d'important, mais elle ne savait pas encore ce que cela signifiait. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est qu'elle était sur le point de découvrir une vérité qui allait au-delà d'une simple pelleteuse en panne. Il y avait un stratagème criminel qui se déroulait sous le nez de tout le monde. Et Mathieu n'était pas seulement un homme borné essayant de protéger son ego. Il cachait quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui le dévorait de l'intérieur et qui expliquait pourquoi il avait si peur que quelqu'un de compétent examine de près cet équipement. Mes chers amis, nous arrivons maintenant au moment où tout a commencé à changer. Hélène a passé 3 nuits pratiquement sans dormir, analysant chaque détail qu'elle pouvait trouver sur ce chantier, sur la pelleteuse, sur les pièces achetées. Et c'est à l'aube du dimanche au lundi qu'elle a eu une révélation qui a tout éclairé. Elle regardait pour la 10e fois les rapports de maintenance quand elle a remarqué quelque chose que tout ingénieur traditionnel ignorerait complètement. Les pannes de la pelleteuse étaient toujours intermittentes. La machine présentait un problème, les techniciens arrivaient pour diagnostiquer et lorsqu'ils connectaient les équipements de test, tout recommençait à fonctionner parfaitement, comme si le problème disparaissait au moment exact où quelqu'un allait enquêter. Et c'est là que son expérience dans les mines a commencé à résonner dans sa tête. Dans les mines illégales de Guyane, il était courant que les mineurs installent des puces pirates dans les équipements pour contourner les limiteurs de puissance des machines. Ces dispositifs étaient cachés à l'intérieur du système électronique et faisaient travailler la machine au-delà de sa capacité originale. Mais Hélène avait vu des cas où ces puces étaient programmées pour causer des pannes intentionnelles. Une forme de sabotage utilisée entre mineurs rivaux. Elle s'est levée du lit d'un bond. Et si quelqu'un avait installé une puce de sabotage dans cette pelleteuse, un dispositif qui causait des pannes programmées qui disparaissaient avant que les techniciens ne puissent diagnostiquer, aurait tout son sens. Aucun ingénieur traditionnel n'y penserait, car ce type de sabotage électronique n'est pas enseigné à l'université. C'est le savoir de ceux qui ont vécu dans le monde souterrain des machines trafiquées. Hélène est retournée à son ordinateur portable et a commencé à chercher des puces de sabotage plus sophistiquées. Elle a découvert qu'il existait sur le marché noir des dispositifs pouvant être programmés pour provoquer des pannes intermittentes dans les systèmes hydrauliques. Et le pire, ces puces pouvaient être configurées pour, après un certain temps, causer une panne catastrophique terminale qui détruirait complètement le système. Elle a pris son téléphone et a appelé un ancien collègue des mines, un technicien en électronique nommé David, qui avait travaillé avec ce type d'équipement. Il était 6 heures du matin un lundi, mais elle avait besoin de cette information. David a répondu d'une voix ensommeillée. « Hélène, quelle heure est-il » ?« David, il faut que tu m'expliques quelque chose d'urgent, » a-t-elle dit, et a commencé à décrire le schéma des pannes de la pelleteuse. Est-il possible que ce soit une puce de sabotage ? De l'autre côté de la ligne, elle a entendu David devenir sérieux. Possible. Ça ressemble en tout point à un sabotage programmé. Hélène, ces puces plus modernes sont configurées pour être invisibles aux scanners normaux. Elles causent des interférences dans le flux électrique du système hydraulique, mais quand elles détectent qu'un équipement de diagnostic a été connecté, elles entrent en mode veille. Et combien de temps avant la panne terminale ? A demandé Hélène en sentant un frisson. Ça dépend de la programmation. Ça peut être des semaines, ça peut être des mois, mais quand ça arrive, c'est catastrophique. Le système hydraulique entier peut exploser, s'il y a quelqu'un qui opère la machine à ce moment-là. Hélène n'a pas eu besoin qu'il termine la phrase.
Ce n'était pas seulement une fraude financière, c'était quelque chose qui pouvait tuer des gens. Elle savait qu'elle ne pouvait plus essayer de convaincre les ingénieurs du chantier. Elle devait parler directement au propriétaire de l'entreprise de construction, Édouard Fournier. Mais comment obtenir un rendez-vous avec un homme d'affaires important, alors que sa réputation était détruite par Mathieu? Hélène s'est souvenue qu'elle avait vu Édouard lors de la réunion où elle avait été humiliée. Il était présent, mais n'avait pas participé activement à sa condamnation. Peut-être, juste peut-être, l'écouterait-il. Elle a trouvé l'adresse du siège social de l'entreprise de construction à Nîmes et s'y est rendue sans prévenir à 8 heures du matin. La réceptionniste l'a regardée avec cette expression que l'on connaît déjà, une femme simple en salopette, voulant parler au patron de l'entreprise. « Madame a-t-elle un rendez-vous » a demandé la jeune femme avec froideur. « Je n'en ai pas, mais je dois parler à monsieur Fournier à propos de la pelleteuse du chantier d'irrigation. C'est urgent, une question de vie ou de mort. » Qui, la réceptionniste, a levé les yeux au ciel. « Tout le monde dit que c'est urgent. Je vais noter votre nom et si monsieur Fournier a un moment... » « Dites-lui que la pelleteuse va exploser dans moins de 48 heures, a dit Hélène en regardant directement dans les yeux de la jeune femme. Dites-lui exactement cela et que je sais qui sabote l'équipement. Et quelque chose dans la voix d'Hélène, dans l'absolue gravité de ce qu'elle disait, a fait que la réceptionniste a pris le téléphone interne. Elle a parlé doucement avec quelqu'un, puis a regardé Hélène. « Il va vous recevoir. 3e étage. Bureau 301. » Édouard Fournier avait 62 ans, les cheveux complètement blancs, et ce genre d'homme qui en avait vu d'autres. Quand Hélène est entrée dans son bureau, il était debout, regardant par la fenêtre. « Vous avez 2 minutes, a-t-il dit sans se retourner. Ma secrétaire a dit que vous aviez parlé d'explosion. Je vous accorde le bénéfice du doute parce que vous semblez une femme sérieuse. Mais si c'est une perte de temps, je ferai appel à la sécurité pour vous escorter dehors. » Hélène a respiré profondément et a commencé à parler. Elle a expliqué les puces de sabotage qui existaient sur le marché noir. Comment elle avait vu ce type d'équipement dans les mines, le schéma des pannes intermittentes qui n'avait pas de sens, mécaniquement. Elle a montré sur sa tablette le tableau qu'elle avait fait avec les dates, les sommes dépensées en pièces, tout organisé. « Et pourquoi quelqu'un ferait-il ça ?» a demandé Édouard, se retournant enfin pour la regarder. « Parce qu'à chaque fois que la machine tombe en panne, vous devez acheter de nouvelles pièces, engager plus de maintenance. Vous avez dépensé 890 000 € en 6 mois pour une machine qui était neuve. Ce n'est pas normal. Quelqu'un gagne beaucoup d'argent en maintenant cette pelleteuse en panne. » Hélène a fait une pause et a regardé directement Édouard. Et je pense que l'ingénieur Mathieu le sait. C'est pourquoi il a tellement peur de me laisser examiner l'équipement. Édouard est resté silencieux pendant de longues secondes. Hélène pouvait voir qu'il traitait l'information, calculait. Finalement, il a demandé « Pouvez-vous prouver cela ?» « Donnez-moi accès à la pelleteuse pendant 1 heure. Juste 1 heure. Si je ne trouve rien, je quitte Nîmes aujourd'hui même et ne reviens jamais. Mais si j'ai raison, cette machine peut exploser à tout moment et tuer l'opérateur. » Édouard a pris le téléphone. « Marcel, rassemblez tous les ingénieurs du chantier d'irrigation sur le site dans 1 heure. Tous, sans exception. Dites que c'est mon ordre. » Il a raccroché et a regardé Hélène. « Je vais vous donner votre chance. Mais ce sera devant tout le monde. Si vous avez tort, vous en sortirez bien pire que vous n'êtes entré. » 1 heure plus tard, Hélène était de retour sur le chantier, mais cette fois accompagnée d'Édouard lui-même. Mathieu était là avec les 23 ingénieurs et son visage est devenu rouge quand il a vu Hélène. « Qu'est-ce que cette femme fait ici ? Je lui ai interdit l'entrée. »« Je l'ai autorisée, » a dit Édouard d'une voix ferme. « Elle va examiner la pelleteuse maintenant. » Édouard, je lui ai expliqué son historique, les procès, les... Mathieu a commencé, mais Édouard a levé la main. « Mathieu, vous allez vous taire et la laisser travailler. Après, nous parlerons. » Le ton ne laissait aucune place à la discussion. Hélène a marché jusqu'à la pelleteuse avec sa boîte à outils.
Sa main tremblait un peu, non pas de peur, mais d'adrénaline pure. Elle savait exactement où chercher. Dans les mines, les puces de sabotage étaient toujours cachées dans le module de contrôle du système hydraulique, à l'intérieur d'un composant qu'aucun technicien normal ne démontrait sans une raison très spécifique. Elle a ouvert le panneau de contrôle, a retiré la protection externe et a commencé à démonter le module principal. Les ingénieurs observaient en silence. Mathieu était pâle, transpirant à froid. 12 minutes plus tard, Hélène l'a trouvée. C'était une petite puce, pas plus grande qu'une pièce d'1 €, connectée au fil du système hydraulique. Un dispositif professionnel, bien installé, pratiquement invisible, à moins de savoir exactement ce qu'il fallait chercher. Hélène l'a retiré délicatement avec une pince et l'a brandie pour que tous la voient. Ceci est une puce de sabotage programmable, a-t-elle dit, et sa voix a résonné dans le silence absolu du chantier. Elle cause des pannes intermittentes dans le système hydraulique et est programmée pour s'éteindre lorsqu'elle détecte des équipements de diagnostic. C'est pourquoi personne ne pouvait trouver le problème. Elle a regardé Mathieu, qui tremblait pratiquement. Et cette puce a un numéro de série. On peut retracer qui l'a fabriquée, qui l'a vendue, qui l'a installée. L'un des ingénieurs, Auguste César, s'est approché et a pris la puce des mains d'Hélène, l'examinant attentivement. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré. « Elle avait raison, c'est du sabotage industriel. » Édouard avait le visage fermé. « Appelez la police judiciaire maintenant. » Il a regardé Hélène. « Vous pouvez retrouver ce numéro de série ? » « Je l'ai déjà fait, » a dit Hélène en prenant sa tablette. Ce modèle spécifique est fabriqué en Chine et distribué par seulement 3 entreprises en France. L'une d'elles est basée ici, dans le sud. Elle a montré l'écran à Édouard. Mercier & Associés, commerce de pièces industrielles. Le nom est tombé dans l'air comme une bombe. C'était le même fournisseur qui avait vendu les pièces de rechange pour le chantier, 890 000 € en 6 mois. Mathieu a chancelé et a dû s'appuyer sur la pelleteuse. Tous les regards se sont tournés vers lui. « Mathieu, » a dit Édouard d'une voix dangereusement calme, « vous avez quelque chose à dire ?» Et c'est à ce moment-là, mes amis, que le château de cartes a commencé à s'effondrer, parce que la vérité est impossible à cacher quand elle éclate enfin au grand jour. Hélène avait percé le mystère mécanique, mais elle était sur le point de découvrir qu'il y avait un mystère humain bien plus douloureux derrière tout cela. Une histoire d'un père désespéré, de chantage, de la façon dont la peur peut amener même de bonnes personnes à prendre des décisions terribles. Mathieu a regardé tous ces visages accusateurs, a regardé Hélène et quelque chose en lui s'est simplement brisé. Il n'allait pas pouvoir maintenir le mensonge une seconde de plus. Vous devez comprendre que ce qui s'est passé là, sur ce chantier, a été l'une des scènes les plus intenses que j'ai jamais entendues. Tous ces ingénieurs, les travailleurs qui s'étaient arrêtés pour voir ce qui se passait, Édouard avec ce regard de quelqu'un qui était sur le point d'exploser de rage, et Hélène, au milieu de tout, tenant cette minuscule puce qui prouvait le sabotage. Mathieu était appuyé contre la pelleteuse, le visage complètement blanc, transpirant même avec le vent frais de cette matinée de Nîmes. Ses mains tremblaient tellement qu'il a dû les fourrer dans ses poches pour que personne ne le remarque. Mais il était trop tard. Tout le monde l'avait déjà vu. « Mathieu !» a répété Édouard, et cette fois sa voix était empreinte d'une profonde déception. « Dis-nous tout de suite ce que tu sais à ce sujet. » Et alors Mathieu a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a commencé à pleurer. Un homme de 45 ans, ingénieur en chef, toujours si rigide et contrôleur, s'est effondré là devant tout le monde. Ce n'était pas un pleur discret, non mes amis. C'était un pleur désespéré de quelqu'un qui gardait un poids impossible à porter seul. « Je ne voulais pas », a-t-il dit entre 2 sanglots, et sa voix était si brisée qu'on le comprenait à peine. « Je jure devant Dieu que je ne voulais pas faire ça, mais ils allaient tuer mon fils, ils allaient tuer Vincent. » Le silence qui est tombé sur cet endroit était absolu. Même le vent semblait avoir cessé de souffler. Hélène a senti son cœur se serrer dans sa poitrine. Elle avait imaginé la corruption, la cupidité, mais pas ça.
Édouard s'est approché de Mathieu. « Explique-toi clairement maintenant. » Et Mathieu a commencé à tout raconter, chaque détail de cette terrible histoire qu'il avait gardée seul pendant des mois. Il a raconté qu'il y a 3 mois, il avait découvert que son fils, Vincent, avait une dette de 340 000 € auprès d'usuriers à cause des paris sportifs en ligne. Le jeune homme avait développé une terrible addiction. Il avait commencé par parier de petites sommes, mais il perdait, et essayait de récupérer ses pertes avec des paris encore plus importants. « Je ne savais rien », a dit Mathieu, essuyant ses larmes du revers de la main. Vincent me le cachait, il avait honte, vous comprenez? Et quand la dette a atteint ce montant, les usuriers ont commencé à menacer. Ils lui ont envoyé des photos sur son téléphone portable, des photos de notre maison, de sa voiture, de la faculté où il étudiait. Ils ont dit qu'ils lui couperaient les doigts, un par un, jusqu'à ce que la dette soit payée. Hélène a senti un nœud dans la gorge. Elle connaissait ce genre de personnes. Elle avait vu beaucoup de choses dans les mines. Mathieu a continué, et l'histoire est devenue de plus en plus sombre. Il a raconté qu'il était désespéré, essayant de vendre la voiture, la maison, tout ce qu'il avait, mais il n'arrivait même pas près des 340 000 €. Et puis Oswald Mercier, le propriétaire de l'entreprise de pièces, est apparu dans sa vie comme un ange salvateur. Oswald est venu me voir dans un bar où j'essayais de trouver une solution, a dit Mathieu. Il a dit qu'il connaissait la situation de Vincent, qu'il avait des contacts avec les usuriers et qu'il pouvait faire disparaître complètement la dette sans que j'aie à payer un centime. « Et que voulait-il en retour ?» a demandé Édouard, mais il connaissait déjà la réponse. « Que je le laisse fournir les pièces pour le chantier, que je ne pose pas de questions sur les prix, que j'approuve tous ses achats et que... » Mathieu a ravalé sa salive. « Que je laisse ses techniciens installer la puce dans la pelleteuse. » Il a dit que c'était juste pour s'assurer que les pièces continueraient d'être nécessaires. Il m'a promis que ça ne blesserait personne, que ce n'était que pour retarder un peu le chantier, générer un besoin de maintenance. L'un des ingénieurs, Roland Dubois, a dit avec colère « Mathieu, tu n'as pas vu que cela pouvait tuer quelqu'un? Ce type de sabotage peut provoquer une explosion? Je ne savais pas », a crié Mathieu en retour, et le désespoir dans sa voix était réel. Oswald m'a dit que c'était sûr, que c'était juste un truc électronique qui causerait de légères pannes. Je ne savais pas que ça pouvait exploser. Quand vous me dites ça maintenant, Il a couvert son visage de ses mains. Mon Dieu, j'aurais pu tuer quelqu'un. J'aurais pu tuer un opérateur innocent. Hélène était en train de tout assimiler. La colère qu'elle avait ressentie envers Mathieu a commencé à se mêler à quelque chose de plus compliqué. Pitié, compréhension. Elle savait ce que c'était que de prendre des décisions impossibles quand les personnes que l'on aime sont en danger. Quand elle avait 15 ans et qu'elle devait nourrir 2 jeunes frères, elle avait aussi fait des choses dont elle n'était pas fière. « Et pourquoi m'as-tu fait tout ça à moi ?» a demandé Hélène, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait espéré. « Pourquoi as-tu inventé ces mensonges? M'as-tu humilié de la sorte ?» Mathieu l'a regardé avec les yeux rouges. « Parce que j'ai eu peur. Quand tu es arrivé et que tu as dit que tu voulais examiner la machine, je suis entré en panique. Tu avais l'air trop compétente, trop déterminée. J'ai pensé que si tu regardais de près, tu découvrirais la puce. Et si tu la découvrais, toute la vérité sortirait. Les usuriers reviendraient après Vincent. Alors Il a secoué la tête, dégoûté de lui-même. J'ai détruit ta réputation pour t'éloigner. J'ai payé pour falsifier des documents. J'ai répandu des mensonges. Je t'ai fait passer pour une fraude, pour que personne ne croie ce que tu dirais. Tu m'as traité d'incompétente, a dit Hélène. Et maintenant, il y avait des larmes dans ses yeux. Tu m'as aussi fait passer pour une criminelle devant tout le monde. As-tu idée à quel point cela m'a fait mal? J'ai passé des années à construire ma réputation, à prouver qu'une femme peut être aussi bonne que n'importe quel homme dans ce métier. Et tu as tout détruit en une présentation de diapositive. Je sais, a dit Mathieu, et a recommencé à pleurer. Je sais. Et il n'y a pas de pardon pour ce que je t'ai fait. Je suis un lâche,
un homme faible qui a sacrifié la dignité d'une personne innocente pour protéger mon fils. Il a regardé Édouard. J'accepte n'importe quelle conséquence. Appelez la police, poursuivez-moi. Faites ce que vous avez à faire. Je le mérite. Édouard avait les bras croisés, le visage fermé. La police judiciaire est déjà en route. Mathieu, vous répondrez de tout cela. Mais d'abord, je veux comprendre une chose. Où est Vincent maintenant? À la maison. Mathieu a répondu d'une voix faible. Ah mais il ne sait rien de tout ça. Quand Oswald a annulé la dette, j'ai dit à Vincent que j'avais obtenu un prêt à la banque. Mon fils n'a aucune idée que le prix de sa liberté a été que je devienne un criminel. Hélène s'est approchée de Mathieu, et tout le monde a été surpris. Elle est restée là, debout devant lui un instant, le regardant. Puis elle a dit « Vous avez fait une erreur, une grosse erreur. Vous m'avez blessé d'une manière que je ne sais pas si je parviendrai à surmonter complètement. » Mais elle a respiré profondément. « Je comprends pourquoi vous l'avez fait. Si quelqu'un menaçait mes frères, je ne sais pas jusqu'où j'irais pour les protéger. » Mathieu l'a regardé comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Comment pouvez-vous avoir de la compassion pour moi après ce que j'ai fait? Parce que j'ai aussi été désespéré, » a dit Hélène simplement. « Parce que je sais ce que c'est que d'être acculé sans issue. La différence est que j'ai eu la chance de ne jamais avoir à choisir entre ma moralité et la vie des gens que j'aime. » Elle a fait une pause et a ensuite dit quelque chose qui a fait réfléchir tout le monde. « Vous n'êtes pas mauvais, Mathieu. Vous êtes un père terrifié qui a pris des décisions terribles. Cela ne rend pas ce que vous avez fait juste, mais cela vous rend humain. » Auguste César, l'ingénieur le plus âgé qui était resté silencieux jusque-là, a finalement parlé. « Hélène, vous avez un cœur bien plus grand que la plupart d'entre nous ici. Après tout ce que vous avez traversé, vous arrivez encore à avoir de l'empathie. » La police judiciaire est arrivée une demi-heure plus tard, accompagnée d'enquêteurs spécialisés dans les crimes économiques. Mathieu a tout raconté à nouveau, a donné des noms, a montré des documents, des remises de pots de vin, tout. Il a coopéré complètement. Les enquêteurs sont allés chercher Oswald Mercier, qui a tenté de fuir vers la Belgique, mais a été arrêté à la frontière. L'enquête a révélé que le stratagème était bien plus vaste que ce seul chantier. Oswald avait installé des puces de sabotage dans des équipements de 7 projets différents dans 4 départements du sud de la France, générant un besoin artificiel de maintenance et surfacturant les pièces. Il avait gagné plus de 5 millions d'euros avec ce système. Mathieu n'était qu'une des victimes qu'il avait contraintes, utilisant des dettes, des menaces, du chantage émotionnel. Hélène a témoigné en faveur de Mathieu lors du procès. Elle a expliqué au juge qu'il était sous la contrainte, que la vie de son fils était en jeu, qu'il avait pleinement coopéré lorsque la vérité a éclaté. Grâce à son témoignage et à la coopération complète de Mathieu avec la justice, il a reçu une peine plus clémente, 4 ans de peine alternative, effectuant des services communautaires, enseignant le génie civil à des jeunes des quartiers défavorisés, en plus d'une interdiction de signer des projets en tant qu'ingénieur responsable pendant 5 ans. Vincent, lorsqu'il a tout découvert, a eu un effondrement émotionnel. Il ne pouvait pas croire que son père était devenu criminel à cause de lui, mais avec l'intervention de la justice et d'assistants sociaux, il a été orienté vers un traitement spécialisé en dépendance au jeu. La dette a été officiellement annulée et les usuriers ont été arrêtés pour extorsion et formation de bandes organisées. Mes chers amis, je vais maintenant vous raconter ce qui s'est passé 18 mois après ce jour qui a changé la vie de tant de gens. Parce que les meilleures histoires ne se terminent pas par la révélation de la vérité. Elles se terminent en montrant ce que les gens font des secondes chances que la vie offre. C'était mars 2027 et Nîmes était en fête. Après tous ces mois de retard, d'enquête, de remplacement d'équipements sabotés et de beaucoup de travail, le projet d'irrigation était enfin achevé.
Et ce samedi matin ensoleillé, plus de 2000 personnes se sont réunies pour l'inauguration officielle du système qui allait changer à jamais la vie de 1200 familles d'agriculteurs de la région. Hélène Dubois était sur la scène installée au centre du nouveau système d'irrigation. Et si vous l'aviez vue ce jour-là, vous auriez à peine reconnu la femme humiliée qui avait été expulsée du chantier 18 mois auparavant. Elle portait un élégant tailleur bleu marine, ses cheveux attachés en un chignon professionnel, et portait sur ses épaules le titre de directrice de la division des équipements lourds de l'entreprise de construction d'Édouard Fournier. C'est exact. La femme qui avait été traitée de fraude, dont les faux documents avaient été répandus, supervisait désormais 10 projets simultanés dans 4 départements du sud de la France. Elle dirigeait une équipe de 47 ingénieurs et techniciens, beaucoup plus âgés qu'elle, et était devenue une référence nationale en système hydraulique de machines lourdes. Mais la carrière professionnelle d'Hélène n'était pas la seule chose qui avait changé. Ses frères, Jules et Marius, étaient assis au premier rang de cet événement, tous deux vêtus de leur toge de diplômés. Jules avait obtenu son diplôme en génie mécanique et Marius en génie électrique, tous deux avec les honneurs, tous deux ayant déjà des propositions d'emploi, et les deux prévoyaient déjà d'ouvrir une entreprise de conseil technique avec leur sœur, un rêve qu'elle avait depuis leur enfance et qui devenait enfin réalité. Mais il y a une autre personne dont je dois vous parler ce jour-là. Aux côtés d'Hélène, sur scène, vêtu d'un simple uniforme de technicien de l'entreprise de construction, se trouvait Mathieu Noyer. Oui, le même Mathieu qui avait détruit sa réputation, qui avait menti, qui avait participé à un système criminel. Mais ce Mathieu était complètement différent de cet homme amer et contrôleur d'il y a 18 mois. Mathieu travaillait maintenant comme assistant technique direct d'Hélène, un poste subordonné, manuel, sans pouvoir de décision. Et il acceptait cela avec une humilité sincère qui impressionnait tous ceux qui le connaissaient. 3 fois par semaine après le travail, il se rendait dans les quartiers défavorisés pour enseigner le génie civil à des jeunes en situation de risque, faisant partie de sa peine alternative qu'il accomplissait avec une réelle dévotion. Non seulement comme une obligation légale, la relation entre Hélène et Mathieu s'était transformée en quelque chose que personne n'attendait, un respect mutuel construit sur une honnêteté brutale. Elle ne faisait pas semblant d'avoir oublié ce qu'il avait fait. Il ne faisait pas semblant de mériter le pardon. Mais tous deux avaient choisi d'aller de l'avant, de travailler ensemble, prouvant que les gens peuvent changer quand ils le veulent vraiment. Et il y avait plus. Vincent, le fils de Mathieu, était également présent à cette inauguration. Le jeune homme, âgé de 25 ans maintenant, travaillait dans le secteur administratif de l'entreprise de construction, gérant la logistique des équipements. Il avait complété 1 an et demi sans faire un seul pari. Il fréquentait religieusement les réunions du groupe de soutien pour les dépendants au jeu et était devenu bénévole, aidant d'autres jeunes qui luttaient contre la même addiction. La relation entre Mathieu et Vincent avait été complètement reconstruite. Ils ne se cachaient plus rien l'un de l'autre. Ils parlaient des erreurs, des peurs, des tentations. Vincent avait dit à son père, il y a des mois, quelque chose que Mathieu portait dans son cœur. « Papa, tu t'es trompé en essayant de me sauver de la mauvaise manière, mais je me suis aussi trompé en te mettant dans cette situation. Nous nous sommes trompés ensemble, et maintenant nous allons réparer ensemble. » Quand est venu le moment pour Hélène de prendre la parole, le préfet de région l'a présentée en parlant de compétences, de détermination et de la façon dont elle avait sauvé non seulement un projet, mais avait aidé à démanteler un système criminel qui nuisait aux travaux publics dans tout le sud de la France. L'auditoire l'a applaudi debout alors qu'elle s'approchait du microphone. Hélène a regardé ces 1200 familles d'agriculteurs qui auraient enfin accès à une irrigation adéquate. Elle a regardé ses frères au premier rang avec des larmes de fierté dans les yeux. Elle a regardé Mathieu à ses côtés sur scène et a commencé à parler. « Quand je suis arrivée à Nîmes, il y a 18 mois, a-t-elle dit, et sa voix a résonné dans les haut-parleurs. J'étais juste une technicienne de plus essayant de faire son travail. J'ai été humiliée, diffamée, expulsée. Beaucoup de gens ici présents en ont été témoins. » Elle a fait une pause.
Mais j'ai appris quelque chose d'important. La vérité trouve toujours un chemin. Le véritable talent n'a pas besoin d'un diplôme accroché au mur pour prouver sa valeur. Il le prouve par le travail, comme par le dévouement, en ne lâchant rien, même quand tout semble perdu. Hélène a regardé directement les femmes dans l'assistance, agricultrices, travailleuses, mères de famille, à chaque femme qui a été sous-estimée parce qu'elle est une femme, qui a déjà entendu que ce n'est pas un travail pour vous, qui a dû prouver sa compétence 3 fois plus que n'importe quel homme. N'abandonnez pas. Le monde change lentement, mais il change. Et chacune de nous qui reste ferme, qui montre ses capacités, qui refuse d'accepter les préjugés, contribue à ce changement. Elle a respiré profondément avant de continuer. Mais cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est une histoire de seconde chance. C'est aussi l'histoire d'un homme qui a commis des erreurs terribles, mais qui a eu le courage d'admettre, de coopérer avec la justice, de reconstruire sa vie de manière honnête. Elle a fait un geste vers Mathieu à ses côtés. Mathieu Noyer m'a blessé profondément. Il le sait, je le sais. Tout le monde ici le sait. Mais il m'a aussi appris quelque chose, que reconnaître une erreur est plus difficile que de ne jamais en commettre. Que changer vraiment exige un courage que peu ont. Mathieu avait des larmes qui coulèrent sur son visage, mais il ne les a pas cachées. Il avait appris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse. Ce projet d'irrigation, a continué Hélène en montrant le système autour d'elle, va changer la vie de 1200 familles, va permettre aux agriculteurs de planter toute l'année, de soutenir leur communauté, de donner un meilleur avenir à leurs enfants. Et cela est arrivé parce que beaucoup de gens n'ont pas abandonné quand tout semblait impossible. C'est arrivé parce que la vérité a vaincu le mensonge. C'est arrivé parce que nous avons choisi la rédemption au lieu de la vengeance. Elle a fait une pause et a regardé le ciel bleu de Nîmes. Mon père, Oswald Dubois, est mort quand j'avais 15 ans, dans un accident qui aurait pu être évité si quelqu'un avait écouté ses avertissements concernant un problème mécanique. J'ai promis ce jour-là que j'honorerais sa mémoire en faisant mon travail correctement, en sauvant des vies grâce à la compétence technique. « Papa », a-t-elle dit, et maintenant elle aussi pleurait. « J'espère vous avoir rendu fier. » L'auditoire a explosé en applaudissements. Agriculteurs, ingénieurs, politiciens, travailleurs, tous debout, ovationnant cette femme extraordinaire qui avait percé un mystère et, ce faisant, avait montré que la plus grande force n'est pas de ne jamais tomber, mais de choisir comment se relever. Après la cérémonie, tandis que les familles exploraient le nouveau système d'irrigation et célébraient, Hélène et Mathieu sont restés un instant seuls, près de l'une des tours de distribution d'eau. « Merci », a dit simplement Mathieu, « d'avoir cru que je pouvais être meilleur que mes pires erreurs. » Hélène l'a regardé et a souri. Un petit sourire, mais sincère. « Nous sommes plus que la pire chose que nous ayons jamais faite, Mathieu. Vous m'avez aussi appris cela. Maintenant, au travail. Nous avons 3 nouveaux projets qui commencent la semaine prochaine et j'aurai besoin de vos connaissances techniques. » Et ainsi, mes chers amis, se termine cette histoire qui a commencé par l'humiliation et s'est terminée par la rédemption. Une histoire qui nous rappelle que la compétence n'a pas de genre, que les secondes chances sont possibles quand on a le courage de vraiment changer et que les plus grands mystères que nous devons percer ne se trouvent parfois pas dans les machines en panne, mais en nous-mêmes, dans nos préjugés, dans nos peurs, dans notre capacité à pardonner et à recommencer.